Au Portugal, la population noire, au XVIe au XVIIe siècle, équivalait à 10% de la population du pays. Donc Lisbonne, 10% de la population de Lisbonne était noire. Des visiteurs anglais au Portugal, à Lisbonne, au XVIe ou XVIIe siècle, ont rendu des témoignages pour dire que Lisbonne, il y a trop de noirs, il y a des noirs, c'est une ville de noirs. Et ces noirs du Portugal vont créer des confréries, des associations de solidarité. Quand on fait venir d'autres Africains en esclavage, ils se cotisent pour racheter la liberté des nouveaux arrivants. Ils créent des espèces de syndicats pour négocier auprès du roi ou des conseillers du roi des privilèges, à tel point que dans cet ouvrage, il y a un des historiens qui a contribué, Didier Laron, a écrit un article justement sur les Noirs au Portugal à cette époque, où il montre comment une des confréries de Noirs portugais à Lisbonne avait pu obtenir du roi tellement de privilèges que des confréries de Portugais blancs, à l'époque, étaient jaloux de cette confrérie noire et essayaient de dénoncer de façon calomnieuse ces confréries pour qu'elles perdent leurs privilèges à leur bénéfice. De cette présence aussi vont naître différentes influences dans le domaine de la culture, puisque sur le plan musical, le fado, cette musique portugaise, est née à cette période-là, où il y avait 10% de la population portugaise qui était noire. Mais les Portugais d'aujourd'hui ne connaissent pas du tout cette histoire. Les Portugais ignorent que une bonne partie de leur population est métissée, puisque en fait, ce million de Noirs qui a vécu dans le sud du Portugal, le sud de l'Espagne et une partie de l'Italie et de la France, au XIXe siècle, au XXe siècle, il n'existe plus. Pourquoi? Parce qu'ils se sont mariés à des Portugais blancs, et donc ils se sont dilués dans la population blanche qui était majoritaire, et donc leurs descendants aujourd'hui sont des blancs portugais. La plupart même ignorent cette histoire, puisque à partir du moment où l'esclavage, la traite des Noirs va être mise en place, on va déprécier l'image de l'homme noir, on va l'inférioriser, le chosifier, et donc il n'était pas de bon ton qu'une famille portugaise rappelle ou cherche à se souvenir que parmi ses ancêtres il y avait des Noirs. Donc on a commencé à le cacher, et bien sûr on a purgé cela de l'histoire en fait moderne du Portugal, de la même façon qu'en Espagne par exemple, il y a des historiens révisionnistes qui disent qu'il n'y a jamais eu de conquête mauresque et que pendant les 8 siècles de domination des morts sur l'Espagne n'ont jamais existé. Donc on a essayé d'expurger en fait cette présence noire, l'histoire de cette présence noire, de l'histoire en fait du Portugal, jusqu'à une période récente où il y a à peine, c'est dans ces 5 dernières années qu'il y a eu même à Lisbonne une exposition sur les Noirs du Portugal, ce qui me fait penser à l'exposition dont tu parles sur les Noirs, Black is Beautiful, qu'il y a eu à Amsterdam. Et donc cette présence noire, j'ai parlé du Portugal, mais elle a été donc en Espagne, elle a été en Italie, elle a été en Sicile, dans une partie de la France. Certains de ces Noirs-là ont migré plus tard vers d'autres régions d'Europe, plus au nord, vers la Belgique, vers les Pays-Bas, vers le Royaume-Uni, vers les pays scandinaves, jusqu'en Russie, où il va y avoir effectivement par d'autres canaux, par exemple la mer Noire, toujours, donc l'Empire ottoman, il va y avoir aussi un trafic d'esclaves, d'enfants, principalement d'enfants d'origine africaine. Ils n'étaient pas les seuls. Dans l'Empire ottoman, les esclaves d'origine africaine étaient minoritaires. La majorité des esclaves étaient blancs européens ou d'autres territoires conquis dominés par les Ottomans, mais il y avait donc des esclaves d'origine africaine. Et donc il y avait des trafics qui se faisaient de l'Empire ottoman vers d'autres territoires, notamment vers l'Europe de l'Est, vers la Russie. C'est ce qui explique qu'il y a eu en Russie, à partir des années 1670, donc vers la fin du XVIIe siècle, jusqu'au XXe siècle, jusqu'à la Révolution russe de 1917, tout un trafic d'enfants noirs de l'Empire ottoman vers la Russie. Et à la cour de Russie, en 1705, parmi ces enfants qu'on faisait venir, le tsar s'est vu offrir par son équivalent en fait, de son ministre des Affaires étrangères 3 enfants noirs, dont il a choisi un qu'il a adopté, qu'il a baptisé sous le nom de Pierre Petrovitch Hannibal, mais l'enfant en Turquie on l'avait converti à l'islam et on l'appelait Ibrahim, et pendant le voyage vers la Russie il était tombé gravement malade et on l'avait baptisé dans une église.
Et on l'avait converti justement à la religion orthodoxe. On lui avait donné le prénom donc chrétien d'Abraham. Donc il est connu dans l'histoire aujourd'hui sous le nom d'Abraham Hannibal, Abraham Petrovich Hannibal. Et donc cet Africain qui est originaire du Cameroun actuel, pendant longtemps qui était originaire d'Éthiopie. Et cet Africain, sous le nom d'Abraham Hannibal, va vivre en Russie au XVIIIe siècle, s'illustrer par ses talents de mathématicien, au point que le tsar de Russie, qui va l'adopter, en faire son filleul, va l'envoyer en France en 1717 pour faire des études de génie militaire et de mathématiques. Il va retourner en Russie 6 ans après avec un brevet d'ingénieur militaire et même le grade de capitaine de l'armée française, ce qui montre que donc, dans ce premier quart du XVIIIe siècle, en France même, il y a donc des Noirs qui sont français, ou qui sont en France, ou qui sont de passage en France, ou qui sont même des envoyés de rois africains. Il y a eu des ambassades africaines en Europe, en France notamment, en Espagne, au Portugal, en Italie, etc., qu'on peut retracer déjà à partir du XIVe siècle jusqu'au XVIIIe siècle. Et on peut remarquer effectivement la différence de traitement qui va se faire effectivement dans l'époque ancienne, avant en tout cas l'époque du Moyen-Âge, l'époque de la Renaissance, et puis ensuite la différence de traitement qui va se faire à l'époque moderne, une fois que la traite négrière et l'esclavage vont être installés. Donc finalement, les Noirs ont une véritable place dans toutes les sphères économiques, sociales et politiques, d'ailleurs, des grandes villes européennes. Quand on pense cette période ancienne, que ce soit le Moyen-Âge en Europe ou la période de la Renaissance, dans cette époque ancienne-là, on a une trace effectivement d'une présence du noir en France. On connaît l'exemple de cette princesse Sonrail qui a été épousée par un Toulousain en Seine-des-Alliés au début du XIVe siècle, qui avait été faire des études en Afrique, au Mali, dans l'empire du Mali, et qui avait ramené de son voyage, qui avait épousé une princesse Sonrail qui était revenue en France avec son mari, avec une Suisse. Elle avait son médecin personnel, elle avait des servantes, des serviteurs, des gardes du corps, va vivre à Toulouse avec son mari qui va devenir membre du Parlement de Toulouse, avec qui elle va avoir des enfants qui vont se marier à des hommes et des femmes issus des grandes familles toulousaines. Parmi ces Noirs qui vivent en France, effectivement, ils sont de tous statuts sociaux, donc on peut en trouver effectivement dans les couches serviles de la population, mais il y en a aussi qui sont effectivement propriétaires terriens, qui ont des métiers, qui ont des métiers qualifiés, qui sont des militaires, qui sont des officiers. On connaît l'histoire du prince Aniada qui a été capitaine de l'armée française sous Louis XIV et qui est retourné ensuite en Afrique parce qu'il était un fils de prince et que, ayant reçu une partie de son éducation en France, la cour de France a souhaité qu'il retourne en Afrique pour que, s'il devenait roi, il noue des relations privilégiées avec la France. Au XVIIe siècle aussi, il y a eu l'une des ambassades africaines les plus célèbres en Europe, en France, celle du roi d'Alada, du Dahomey, de l'actuel Bénin. En 1670, Matteo Lopez, envoyé par le roi Païsonou, est venu donc en France, a été reçu par Louis XIV. On a parmi les ambassades étrangères, disons exotiques aujourd'hui, quand on disait comme exotique, il y avait celle du roi de Siam. Dans l'histoire de France, c'est ce qui est connu, même le cinéma a repris cette histoire-là. Mais le cinéma français n'a jamais repris, par exemple, cette thématique-là, cette ambassade d'un roi d'Afrique noire à la cour de France, qui a été logé dans l'un des hôtels les plus somptueux de Paris. On lui a déroulé le tapis rouge, il a été reçu à Versailles, etc.